Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF où nous allons aborder essentiellement deux grands sujets d'actualité. Évidemment, cet acte d'une sauvagerie inouïe, d'une barbarie dont a été victime un professeur d'histoire à Conflans-Sainte-Honorine vendredi dernier. Nous allons essayer d'en étudier, d'en regarder quelles pourraient être les conséquences. On a l'impression qu'il y a une prise de conscience du danger de l'islamisme radical. Et puis on parlera aussi de la situation de la Covid, dans laquelle nous met la Covid, puisqu'il faut dire la Covid, et avec cette situation du couvre-feu. Alors, en plateau pour en parler, Alexandrine Viguier, bonjour, vous êtes... Alors, je vous ai demandé de venir parce que vous êtes étudiante et j'aimerais bien avoir le regard d'une jeune femme sur cette situation. Et puis, notre invité, Bertrand Houillon, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes le maire de Magny-les-Habeaux. Vous appartenez au mouvement Génération, qui avait été fondé par Benoît Hamon. Et puis, avec nous, Anne-Charlène Bézina-Duclerc, bonjour. Bonjour Patrice. Alors, vous êtes toujours maître de conférence à l'Université de Rouen. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons avec nous des enseignants. Donc, vous, Anne-Charlène, vous, Jean-Baptiste Duclerc, vous êtes maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Vincent Couronne, vous avez enseigné à Sciences Po, notamment à Sciences Po Saint-Germain. Et vous êtes aussi le fondateur des Surligneurs et vous nous donnerez un ou deux vrais faux justement sur ce qui se dit actuellement, notamment sur les fichiers S, etc., sur les expulsions possibles. Et puis Jean-Charles Lajoigny, vous êtes éditeur, mais vous êtes aussi enseignant à Rambouillet. Absolument, à l'IUT de Rambouillet. À l'IUT de Rambouillet. Donc c'est important parce que ce sont, au fond, et c'est assez nouveau, c'est la première fois, il y a eu des policiers qui ont été touchés, je parle récemment, des journalistes. Et là, c'est un enseignant qui a été donc décapité, très sauvagement agressé par ce jeune Tchétchène. Au fond, je vais peut-être commencer par vous, Bertrand Houillon. Qu'est-ce que ça nous dit, l'agression d'un enseignant ? D'abord, je veux vraiment apporter mon soutien à ses proches, à ses élèves aussi, à ses collègues, et finalement à l'ensemble des enseignants de France qui sont là tout simplement pour faire leur métier. Et aujourd'hui, cet assassinat sauvage nous montre qu'en faisant simplement son métier, et dans la continuité des policières et policiers, en faisant simplement son métier en France, dans le cadre républicain, on peut payer de sa vie. C'est tout simplement atroce et ça pose un certain nombre de questions sur la réalité de notre République et de l'acceptation aussi de notre République, c'est-à-dire de nos fondamentaux de liberté, d'égalité, de fraternité, mais aussi de notre loi républicaine par un certain nombre de nos concitoyens. Alexandrine, vous êtes étudiante. Alors, vous avez beaucoup étudié plutôt dans les pays anglo-saxons, mais est-ce que vous êtes arrivé parfois d'être choqué par ce que pouvait dire un enseignant ? Dans le cadre où j'ai fait mes études, c'était toujours très contrôlé et très... on savait que le contexte était fait pour les cours. Donc il n'y avait pas de moment choquant parce qu'on s'attendait tous à un contexte pareil. Donc non, pas forcément. Non. Pas forcément. D'accord. Et même, enfin, on peut admettre, évidemment, c'est un des problèmes que pose cette affaire, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la laïcité, qu'est-ce que c'est la liberté d'expression. C'est ça qu'il voulait montrer dans ce cours. Et évidemment, on va y revenir, mais il y a eu une campagne qui a été menée par un certain nombre de parents d'élèves, par un certain nombre d'activistes. Anne-Charlène, justement, en tant qu'enseignante, comment vous réagissez à cet acte barbare ? Je réagis en tant qu'être humain d'abord, c'est-à-dire que la cruauté que l'on ressent est finalement la même peine que l'on a eue en 2015 avec les attentats de Charlie, de Nice. C'est cette atteinte à la vie de toute façon qui nous fait du mal. Ensuite, c'est vrai que ça pose des questions. En tant qu'enseignante, je trouve qu'on jouit d'une véritable liberté de parole qui est quand même... le fondement de notre République et qu'on espère évidemment ne pas perdre. Ensuite, vivre ensemble, c'est quelque chose qui en effet nécessite parfois des siècles pour
rendre quelque chose d'harmonieux. On a le sentiment aujourd'hui qu'entre la Covid, le risque de séparatisme, on a le sentiment qu'on n'a jamais eu autant de mal à être une communauté unique, et je crois que c'est vraiment ça qui fait souffrir à entendre, c'est cette idée de se dire qu'on ne peut pas vivre forcément de manière apaisée tous ensemble. Et moi, je crois qu'il faut tendre vers cet idéal, et que l'essentiel des mesures ou des réactions qu'il faut que nous ayons soit celle-ci, c'est-à-dire des mesures de cohésion nationale. Vincent ou Jean-Baptiste et Jean-Charles, est-ce qu'il faut protéger les profs? Et comment? Ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas à protéger les profs. Il y a pour beaucoup d'hommes politiques à bien se remettre en cause, parce que beaucoup d'hommes politiques et beaucoup de partis politiques sont responsables de ce qui est arrivé, avec cette complaisance qu'il y a eu pendant des années et des années sur... On va y revenir, ça. On va y revenir là-dessus. Oui, non, mais c'est très important. Donc, il n'y a pas besoin de protéger. Alors, c'est très bien, on va mettre le 3 novembre des policiers devant chaque école. Mais le risque n'est pas là. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, on puisse parler de tout, et sans que des partis politiques nous disent « oulala, attention, ne stigmatisez pas, ne faites pas ça, on a peur, etc. » Donc ça, j'espère que maintenant, tous ces partis politiques vont faire un peu une sorte d'autocritique, et qu'on va arrêter un peu avec ça. Donc, il n'y a pas besoin de protection en tant que telle. Il y a besoin juste de liberté, et de la liberté de s'exprimer, pour un prof, mais pour tout le monde, pour un journaliste, de ne pas avoir cette espèce de chape de plomb sur même dans les émissions de télévision, dans les émissions de radio, on est sans arrêt, dès qu'on parle d'une religion, à dire mais attention, je parle aussi des deux autres, parce que surtout, faut pas se focaliser sur une seule. Il faut arrêter avec ça, il faut appeler un chat un chat. Enfin, je pense que ça, c'est indispensable. Je voudrais juste dire une chose, c'est que j'étais absolument bluffé, et j'ai souvent la dent dure, notamment sur quelques chroniqueurs de France Inter, mais que Sophia Aram, qui est d'habitude d'une lourdeur incroyable, a fait ce matin un papier absolument remarquable en tout point, et elle suivait un autre intervenant qui était Bernard Cazeneuve, qui a été absolument grandiose ce matin. Donc très intéressant politiquement, et vraiment quelqu'un de très intéressant. Jean-Baptiste et Vincent, oui, quand même, est-ce qu'il y a des professeurs qui peuvent avoir peur après ce qui s'est produit quand même à Conflans-Sainte-Honorine? Ça pourrait se comprendre. J'y vais où Jean-Baptiste? Oui, non, allez-y, Vincent. Je pense qu'effectivement, il y a des enseignants qui doivent avoir plus peur maintenant de faire des cours sur la liberté d'expression qu'auparavant. En revanche, ça ne nécessite pas, selon moi, plus un renforcement sécuritaire ou policier, notamment aux abords des écoles, parce que ça ne réglerait pas le problème. Je crois même d'ailleurs que Samuel Paty a été attaqué à une certaine distance de son établissement. Or, l'annonce hier de l'exécutif de renforcer la sécurité des établissements scolaires, me semble, du coup, n'aurait pas eu d'effet là, dans ce cas de figure. En réalité, ce qu'il faut réussir à faire, c'est non pas renforcer les contrôles policiers, mais c'est tout simplement renforcer la cohésion nationale, ni plus ni moins. Je pense que c'est à la racine, en fait, qu'il faut s'attaquer, et non pas aux symptômes ou à ces manifestations. Jean-Baptiste, et puis j'ai une autre question à vous poser. Oui, effectivement, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. Après, je crois que ce genre d'individu ne vise pas une personne eu égard à sa qualité, enseignant, policier, parce qu'on entend un discours en disant que la République est attaquée, et c'est vrai, compte tenu de la qualité de la personne. Je crois qu'en fait, c'est toute personne qui, tout simplement, a un discours qui va à rebours de ce que ce genre d'individu peut penser. Donc aujourd'hui un enseignant, peut-être demain le boulanger. Donc s'il fallait prendre des mesures qui soient spécifiques à chaque corps, ce serait finalement en réalité chaque Français qu'il faudrait protéger. Donc il n'y a pas face à cela de mesures particulières à prendre, sinon toujours augmenter autant que cela est possible les moyens de la police administrative préventive, puisque l'individu se donnant lui-même la mort, c'est en amont qu'il faut pouvoir intervenir, et c'est de ce côté-là qu'il faut renforcer les moyens. Alors, quand je dis protéger, c'est-à-dire qu'il y a en réalité deux choses. Il y a en effet ce terrorisme, ce nouveau terrorisme auquel on assiste depuis quelques années, qui est fait d'actes isolés, c'est-à-dire que c'est d'individus dont on ne connaissait pas grand-chose avant. Le Tchétchène en question n'était pas fichier, par exemple, il n'y avait pas eu de véritables manifestations qui pouvaient inquiéter. Alors, il y a en effet ces actes isolés qui sont très difficiles à prévenir, mais il y a aussi tous ceux qui excitent
ces gens, notamment sur les réseaux sociaux. Et on l'a vu dans l'affaire de Conflans. Il y a eu un parent d'élève, il y a eu un islamiste qui est très présent sur les réseaux sociaux et qui ont excité, au fond, et qui ont appelé à ces actes de barbarie. Est-ce que c'est pas là aussi qu'il faudrait peut-être agir, sur les réseaux sociaux notamment, Bertrand? C'est à mon avis d'abord sur la cohésion nationale, de remettre au cœur des choses les communs que nous avons, l'éducation en fait partie, de revaloriser le métier d'enseignant et de le défendre coûte que coûte. De défendre aussi, mais on le verra tout à l'heure sur la Covid, la santé. Il faut absolument que la République soit au cœur de l'ensemble de la vie quotidienne des Français. Les réseaux sociaux, on peut toujours, et surtout, on peut toujours essayer de limiter l'ensemble des libertés en France. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on réussira à protéger notre liberté. Il est question en ce moment de remettre en place ou de demander à ce que les algorithmes soient plus humanisés. De toute façon, par rapport à l'immédiateté des réseaux sociaux, on aura toujours du retard. Par contre, qu'il y ait par l'éducation, par une refondation de notre vivre ensemble. Alors c'est complexe, une fois qu'on a dit ça, mais par ce biais-là, on aura aussi une vraie régulation, une vraie défense du mode de vie que nous avons, de cette liberté, de travail pour l'égalité aussi, de fraternité finalement entre tout le monde. Et c'est pas uniquement sur des problèmes de laïcité. Il y a d'autres exemples où des enseignants se retrouvent pris à partie par des parents sur des enseignements qu'ils donnent et qui sont des enseignements classiques. Je pense par exemple à l'homosexualité dès la maternelle, à l'apprentissage de la sexualité, etc. Sur un certain nombre d'éléments, régulièrement, nos enseignants sont pris à partie par les parents qui doivent les laisser enseigner librement dans le cadre de la loi. Ben, il y a eu des affaires récentes et d'ailleurs assez anciennes sur l'enseignement de la Shoah notamment, il y a eu, sur Voltaire même parce que Voltaire critiquait les religions, sur Madame Bovary parce que c'était pas une femme fidèle. Enfin, il y a eu pas mal d'actions. Est-ce que au fond, je parle aux juristes, est-ce qu'on pourrait finalement interdire d'école, je ne sais pas, enfin, ou prendre des mesures contre ceux qui ne veulent pas que cet enseignement, qui est l'enseignement républicain, soit prodigué? Je crois que le premier problème qu'on va rencontrer, c'est un problème d'identification. Et c'est celui que l'on rencontre avec le phénomène de la déradicalisation. Il ne faut pas du tout imaginer qu'on est dans un système démuni. La France a une législation qui est très solidement établie depuis 2015 sur le phénomène terroriste et la déradicalisation. Le seul problème, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il est difficile, dans une république, d'identifier ceux qui n'ont pas la même idéologie. Et je crois que ce qu'on oublie très souvent de dire dans ce type d'actes tellement violents qui nous atteignent tous au niveau de la passion, du sentiment, ce qu'on oublie de dire, c'est que nous sommes en train de lutter contre une idéologie. Donc ça met du temps et ça suppose surtout d'utiliser des moyens qui ne sont pas uniquement des moyens législatifs et qui ne sont pas uniquement des moyens d'interdiction, car il faut d'abord identifier qui ne se sent pas concerné par les valeurs de la République. Donc ici, exclure un élève, évidemment, c'est possible pour des motifs disciplinaires. Interdire une activité, c'est possible également. Sanctionner les réseaux sociaux, moi je crois... Alors, je rejoins partiellement ce qui a été dit, parce qu'en effet, je pense qu'il faut d'abord travailler sur la cohésion avant de travailler sur des mesures sectorielles. Néanmoins, il ne faut peut-être pas oublier quand même qu'il y a un rôle des modérateurs de ce type de réseau qui est assez diminué et que dans d'autres États, on rencontre quand même avec plus de force. Alors, il y a toujours cette frontière de la liberté d'expression. Les réseaux, ce sont évidemment des lieux de liberté d'expression, mais on a quand même une législation sur la presse, sur la diffamation, sur les atteintes à l'honneur, sur l'atteinte au vivre ensemble, justement, puisqu'on ne peut pas avoir de discours incitant à la haine. Eh bien, je crois que les modérateurs des réseaux sociaux pourraient jouer un rôle. On a déjà parlé ensemble de l'affaire Mila, où on se rend compte de la même chose. Il y a un problème d'immédiateté, en effet, mais peut-être aussi que nous ne mobilisons pas suffisamment de personnel, de problèmes, de vérité autour de ce problème de l'identification. Il faudrait arriver à agir en amont et pas uniquement en aval.
Mais alors, pour aller concrètement, par exemple, revenons à cette affaire de l'assassinat de Samuel Paty. Ce parent d'élève et cet activiste islamiste qui se sont prononcés sur les réseaux sociaux, l'un a porté plainte d'ailleurs contre le professeur, est-ce qu'ils ne sont pas, j'allais dire, aussi coupables que l'assassin lui-même? Est-ce qu'ils sont en tout cas complices, pas complices de cet acte? Bien sûr, ils sont quasiment instigateurs de cet acte, parce que des bras armés, on en trouvera toujours, des crétins, Oui, des c'est ça, il y a toujours des il y en crétins a pour plein. passer à l'acte. Mais ça, on va en avoir à foison. Mais effectivement, les gens qui les poussent à ce genre de crime, qui les incitent, qui les excitent, etc., c'est ça le vrai danger. Et on a un petit peu l'impression qu'en France, il y a eu comme une sorte de permis à point du radicalisme ou de On va l'islamisme. revenir sur l'histoire, pardon, Non, excusez-moi. qui s'est instauré, parce que là, alors il faut qu'on décapite un prof d'histoire géo pour que tout d'un coup on se dise ah bah tiens, on a 280 fichiers S qu'on pourrait expulser, ah bah tiens, bah maintenant ça vaut le coup, on va les expulser, ah bah tiens, on a des imams qui continuent à prêcher des trucs scandaleux, ah bah tiens, on les connaît, on va intervenir. Et tout d'un coup on a l'impression qu'on se réveille ce matin, alors qu'est-ce que faisaient ces gens? Est-ce qu'ils sont pas devenus plus dangereux depuis avant-hier? Non, et là tout d'un coup en réalité, oh là, ça ils ont dépassé la limite. Là, on leur retire tous leurs points, on leur retire leur permis, on va enfin les mettre dehors. Mais qu'est-ce qu'on attendait? Qu'est-ce que c'est que cette façon de gérer les choses où tout d'un coup on dit ah ben on a tous les coupables, on a tous les gens qui sont hors la loi. Bah oui, bah tiens, finalement on va se réveiller. Bah non. Alors je sais bien que c'est très difficile d'expulser, mais ça va pas l'être. On reviendra tout à l'heure sur la question, justement, avec Vincent Couronne, sur la question juridique de l'expulsion des fichiers S, et vous verrez que c'est en effet pas vraiment facile et pas vraiment possible d'ailleurs. Mais bah oui, mais on a un droit qu'il faut aussi respecter. C'est aussi l'honneur des démocraties parfois de respecter ce droit-là. Mais ce qui était vrai vendredi, le vrai lundi. Alors pourquoi est-ce qu'on ces annonces aujourd'hui et voilà. Donc il y a une incohérence totale là. Alors, Jean-Baptiste, par exemple, sur ces gens qui ont incité peut-être à l'acte, peut-être pas volontairement, je ne sais pas, mais est-ce qu'ils peuvent être poursuivis? Est-ce qu'ils peuvent être condamnés? Alors, il faut être très prudent hein, quand même, parce que inciter à quoi en tout cas, les propos qui ont été tenus par ces différentes personnes qui ne sont pas donc, auteurs hein, de l'acte, je ne crois pas qu'il y ait eu d'incitation au crime. C'est plutôt un discours qui a été porté, qui est aussi d'ailleurs condamnable hein, sur les propos qui ont été tenus par cet enseignant qui usait de la liberté d'expression pour montrer les caricatures de Charlie Hebdo. Donc c'est en soi, disons, contraire aux valeurs de la République. Mais sur le plan purement pénal, il faut faire attention puisque s'il n'y a pas d'incitation à la haine, d'incitation au crime, on n'est pas dans les cas d'infraction pénale qui sont similaires à celles qu'on pourrait attribuer au commanditaire, à celui qui a exercé l'action. Il n'y a pas, alors il y a parfois un montage subtil qui est fait en droit pénal avec l'exécutant et le commanditaire. Là, dans ce qu'on a entendu, dans ce qu'on sait, c'est prudent, il n'y a pas une demande de tuer cet enseignant. Donc il ne faut pas mettre sur le même plan ce genre de propos. Et le passage à l'acte. On peut tout à fait, d'ailleurs, nous-mêmes avoir une critique. Jean-Charles parlait d'exprimer son peu d'attrait pour une journaliste. Si derrière quelqu'un attentait physiquement à cette personne, ça ne rendrait pas Jean-Charles responsable sur le plan pénal. Mais c'est peut-être une piste juridique peut-être à saisir, puisque le président de la République l'a dit, hein, il y a eu sa phrase, ils ne passeront pas, les islamistes ne doivent plus pouvoir dormir tranquille. Il y a eu des phrases très fortes du président de la République là-dessus. Oui, vous vouliez intervenir, Alexandrine? Non, pardon. Non. Non, mais... Oui. Éventuellement, ce que je pense on peut dire aussi, c'est que cette affaire rappelle que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça n'est pas quelque chose de virtuel. Les réseaux sociaux, le numérique, ça n'est pas un monde virtuel. C'est qu'on a l'impression que, à force de parler d'univers numérique, on est dans une sorte d'immense jeu vidéo dans lequel les choses, en fait, où tout est permis, où rien n'est réprimé. Ça sera à la justice de dire si oui ou non les parents, les proches, etc., ont commis des fautes pénales, mais que ça soit
Dans la vie, dans la rue de tous les jours, etc., ou même dans le monde virtuel, tout est bien réel et les mêmes infractions pénales s'appliquent, que ça soit effectivement l'incitation à la haine, l'incitation au meurtre ou même la dénonciation calomnieuse. Ces choses-là sont absolument réelles dans la vie numérique. Quand moi j'écris quelque chose sur Twitter et que j'appuie sur Entrée pour l'envoyer, c'est bien un bouton physique qui envoie une impulsion électrique sur un autre ordinateur qui va lui faire apparaître un message. On n'est pas du tout dans quelque chose d'irréel, mais bien dans la vie réelle. Il faut, là aussi c'est une question de moyens, et on y revient toujours, hein. Il n'y a pas besoin de renforcer notre arsenal répressif pour lutter contre ça. Il suffit simplement d'avoir une administration qui applique pleinement le droit et qui a les moyens de le faire. Et c'est sans doute une des pistes qui va être observée par notamment le ministre de l'Intérieur. Alors, je reviens peut-être à ce que disait Jean-Charles tout à l'heure, c'est-à-dire à l'histoire, et c'est intéressant. Au fond, si on regarde un petit peu l'affaire du voile de Creil, c'était 1989, c'est-à-dire il y a un peu plus de 30 ans. Et il y a beaucoup de gens, Jean-Pierre Chevènement, par exemple, dans son livre, dit eh ben, on a perdu du temps, c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu agir fort, agir vite, c'était plus simple de le faire. On ne l'a pas fait. Et je me tourne vers vous, pas personnellement, mais c'est vrai que, par exemple, puisque vous êtes du mouvement Génération, beaucoup, je pense à Manuel Valls, ont reproché à Benoît Hamon, par exemple, d'avoir. Je sais que Benoît Hamon, il y a des ambiguïtés, des risques d'accommodement avec l'islamisme radical de la part de Benoît Hamon, disait-il. Bon. Je ne veux pas que vous le défendez. Il faut demander à Benoît Hamon. Oui, non. Mais est-ce que la gauche n'a pas une part de responsabilité? C'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'a pas voulu nommer même l'islamisme radical par peur de stigmatiser les musulmans. Il y a eu cette phrase qu'on entend. Et quand on entend, par exemple, Mélenchon, qui était hier dans la rue, parler au fond dans cette affaire du problème tchétchène, hein, c'est ça qu'il a mis en avant, ça pose quand même des problèmes. Est-ce que la gauche a peut-être à refaire son examen de conscience sur cette affaire, ou est-ce que vous pensez que non, Je pense surtout qu'on a un vrai problème avec la mise en application de la laïcité en France de manière générale, et qui bute sur un certain nombre de traditions d'un côté et d'histoires non acceptées, non digérées en fait de la France de manière générale et aussi de son colonialisme. En fait, on a plein de choses qui butent sur la laïcité, à un moment. Ça vient d'une histoire aussi. Hein. Et sur nos communes, par exemple, on a la responsabilité d'une mise en application de cette laïcité. Sur la commune de Magny-les-Hameaux, aucune religion n'a accès à des bâtiments publics. Aucune. Mais quelle qu'elle soit. Et c'est vu avec l'ensemble des responsables religieux. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que dans la laïcité, il y a cette liberté de pensée, de croyance, de croire ou de ne pas croire aussi. Et là-dessus, il est essentiel que, même à l'échelle de nos collectivités, nous n'entrions pas dans ces fonctionnements. Et régulièrement, j'ai eu des responsables religieux qui m'ont demandé pour pouvoir accéder à des bâtiments publics, pour pouvoir mettre en place un certain nombre d'animations. Je l'ai toujours refusé, on l'a toujours expliqué, on s'est toujours expliqué ensemble. Là-dessus, il y a, et quelles que soient les religions, de la part de l'État ou de collectivités, donc de responsables politiques, des façons de réagir très différentes. Et aujourd'hui, il faut que nous revenions à ces fondamentaux. La loi existe et elle doit être mise en application directement. Et vous avez raison de rappeler au fond que la laïcité, c'est l'affaire de tous, que ça commence en effet dans les communes, mais que ça commence aussi même dans les comportements. À titre personnel, bien entendu, d'accepter l'autre, même s'il a une religion différente ou même s'il n'en a pas. Anne-Charlène, je reviens à cette question historique. Est-ce que vous avez, vous, comme le dit par exemple Chevènement, mais comme le dit Jean-Charles tout à l'heure, l'impression qu'on a perdu du temps? Là, c'est vrai que dans son discours des Mureaux, Emmanuel Macron a nommé spécifiquement l'islamisme radical, mais ça faisait 20 ans qu'il y avait une sorte de silence assourdissant des chefs d'État ou des premiers ministres là-dessus.
Nommer, c'est une chose, agir, c'en est encore une autre. Et je ne suis pas sûre que le mouvement que cette affaire a conduit à opérer, qui est aujourd'hui une sorte de, de bougeotte législative. Là, on a le sentiment que Gérald Darmanin va bouillonner de nouvelles mesures pénales, etc. Je ne suis pas sûre que ce soit ça la réponse qui soit la première qui vienne à l'esprit. Et je ne sais pas si on peut parler de retard ou d'inertie ou de phénomène de droite ou de gauche sur ces questions, parce que on a un phénomène religieux qui s'est répandu et qui s'est aussi accommodé de différents mouvements à l'intérieur même du mouvement. Et l'islamisme radical n'avait pas la force qu'il a aujourd'hui en 1989. Et parler du voile de Creil, c'était aussi poser la question du cosmopolitisme, de la manière dont on allait pouvoir vivre ensemble. Et je ne suis pas certaine que ce soit cela même qui est à l'origine de ce que nous vivons comme radicalisme et comme terrorisme sur nos territoires aujourd'hui. La France, l'Allemagne, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le monde entier a été confronté à ce phénomène par rapport à des groupuscules, on a pu penser à Al-Qaïda, l'État islamique, etc., qui se sont constitués, alors sur le colonialisme, on l'a dit, voilà, sur un agrégat de phénomènes historiques qui ont conduit à la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc moi, je suis pas sûre que ce soit un retard législatif ou politique que nous constatons en France, mais simplement l'évolution d'un phénomène idéologique sur lequel aucun gouvernement du monde n'a de prise. Donc, on est tous ignorants face à cela et sur la manière d'agir. Donc, il faut solutionner le problème à la source et arriver à trouver les moyens d'identifier ces mouvements et d'arriver à faire le nécessaire ensuite. Mais je crois que vraiment le problème est un problème d'évolution exponentielle et incontrôlée de ce type de mouvement. Je ne suis pas sûre que ce soit un manque de courage politique. Mais moi je crois que vous parliez, Anne-Charlène, de nommer les choses, et c'est très bien de les nommer, et beaucoup de personnels politiques n'osent pas nommer les choses. Et par exemple, je ne crois pas avoir entendu Monsieur le maire, là, depuis ce matin, prononcer le seul mot de islamisme. Vous n'avez pas arrêté, monsieur, de nous dire que toutes les religions, vous interdisiez toutes les religions, que c'était global, que c'était machin. On parle de quoi aujourd'hui? On parle de l'islamisme. Il faut dire les choses. Il faut oser en parler. Vous n'avez pas cessé de nous dire, mais oui, mais toutes les religions sont concernées. Non, toutes les religions ne sont pas concernées par la décapitation de Samuel Paty. C'est l'islamisme. Je parlais de la laïcité. Il parlait de la laïcité, il ne parlait pas de la lutte contre le terrorisme. Là, on parlait de la laïcité. Voilà, c'est pas la peine d'essayer de trouver des... Allô? C'est dur de ne pas oser prononcer les mots. Bon, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, je suis un peu étonné que là, encore une fois, personne ne parle du bouquin remarquable qui est sorti, le bouquin de l'inspecteur général de l'éducation, là, Aubin, qui vient de sortir, qui s'appelle « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école ». C'est quand même un bouquin majeur, etc. Et là, encore une fois, on en a un petit peu parlé sur France Inter, mais ça a l'air vraiment d'être... on touche un brûlot, quoi. Donc, parlons-en. Parlons-en. Ce type a écrit ce livre après 4 ans d'enquête. Comment l'islamisme a pénétré l'école. Comment on a laissé, l'islamisme pénétrer l'école. Il faut dire les choses, il faut les nommer. Nommer les choses, c'est déjà... On en a parlé ici même dans une émission sur le séparatisme qu'on a fait il y a 15 jours, et dans lequel il y avait des gens qui intervenaient dans des quartiers difficiles et qui étaient très pessimistes dans leur discours, qui disaient même on est trop en retard, on a déjà perdu la bataille. Mais je ne veux pas défendre Bertrand Houillon, mais il parlait de la laïcité, du rôle du maire par rapport à la laïcité. Et évidemment, quand vous êtes maire et que vous parlez de laïcité, vous n'allez pas interdire une religion à une autre. Hein, non, mais j'interpelle sur le fait qu'on peut trouver parfois des différences de traitement suivant les religions directement sur le terrain. Et c'est là la grande difficulté que nous pouvons avoir dans la mise en application sur le terrain de notre principe de laïcité, qui est un fondement de notre République. Alexandrine Viguier, est-ce que vous avez le sentiment, vous avez regardé, hein, évidemment, écouté tout ce qui s'est passé, moi j'ai ce sentiment-là, mais c'est peut-être qu'on est encore un peu dans l'émotion, qu'il y a une sorte de prise de conscience. Il y a eu le discours du président de la République au Mureau, il y a cet assassinat horrible. On a quand même l'impression qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a un danger et qu'il faut traiter ce danger. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, vous aussi, en regardant un petit peu ce qui s'est passé ?
Bien sûr, absolument, je partage entièrement ce sentiment et cette opinion, mais je trouve que c'est pas nouveau. C'est pas un sentiment qui, d'un coup, à cause de ce qui s'est passé les événements vendredi, que ça commence comme ça. Ça fait longtemps, et petit à petit, je trouve qu'il y a une tension qui monte, et que, en fait, c'est pas nouveau, ce sentiment. Donc ça arrive de temps en temps, ces attentats, et ça continue à être dans un contexte plus large des choses. C'est pas, je trouve que c'est pas individuel à ce qui s'est passé à les autres attentats, par exemple Charlie Hebdo, etc. C'est vrai que vous avez raison de comparer ça. Peut-être Vincent ou Jean-Baptiste, il y a eu ces manifestations à la République, comme il y avait eu les manifestations en 2015 après les attentats de Charlie Hebdo. Mais même si je pense, moi, qu'il y a une prise de conscience, on n'a pas non plus retrouvé cette unanimité, cette force qu'il y avait dans la manifestation du dimanche qui avait suivi les attentats de Charlie Hebdo et du supermarché Cacher en 2015. Vous avez ce sentiment-là ou pas, Vincent? Oui, moi je crois en un mot que c'est peut-être ça qui est triste à dire, mais il y a une sorte d'habitude finalement d'habitude. Il y a toujours le même effroi, évidemment, à chaque fois, mais c'est quelque chose qui n'est plus nouveau, c'est quelque chose qui se répète. Et donc, il y a évidemment ce sentiment d'unité, cette volonté de se réunir autour de nos valeurs communes, de les dire, mais il y a quelque chose de déjà vu. Et donc, je crois qu'il faut tout simplement espérer comment dirais-je, que les moyens de l'État puissent arriver à faire face à ces situations. Et je crois que c'est aussi important de rappeler à cet égard qu'il y a des attentats qui surviennent et qui s'ajoutent les uns par rapport aux autres, mais il y a aussi de très très nombreux attentats qui sont évités par nos services. Et je crois que l'État en cumule des dizaines, peut-être même, je crois, une centaine, et qu'il faut aussi se féliciter de cet activisme de l'État pour essayer de faire échec à ce genre de choses terribles. Mais je crois que, comme le disait Anne-Charlène tout à l'heure, le problème vient que le phénomène n'est pas local, national, mais global. Et qu'il y a aussi derrière des enjeux géopolitiques, stratégiques, notamment la présence française au Mali. Il y a cet activisme français, porter les valeurs de la République à l'étranger pour lutter contre les groupuscules de terrorisme islamique. Et donc cela génère aussi une forme de haine, de défiance qui peut se reproduire sur le territoire national. Alors, dernière question sur ce thème. L'attentat qui avait été commis au siège, l'ancien siège de Charlie Hebdo était le fait d'un Pakistanais qui était réfugié. Celui de Conflans a été commis par un Tchétchène qui était enfant de réfugié lui-même. Évidemment, on entend déjà des gens qui disent qu'il faut remettre en cause le statut de réfugié. Certains disent qu'il faut tous les expulser d'ailleurs. Enfin, il y a évidemment plusieurs interventions sur ce sujet, plusieurs opinions. Vous pensez que ça pose un problème le statut de réfugié, qu'il faut le revoir, qu'il faut contrôler peut-être plus les réfugiés, Bertrand Houillon? C'est un statut de réfugié politique et c'est notre responsabilité aussi d'accueillir des personnes qui sont poursuivies, condamnées dans leur propre pays et qui ne peuvent plus y vivre. Attention à ne pas faire un amalgame avec l'ensemble aussi. Il y a un statut qui est réglementé, qui est vérifié. Ensuite, il n'y a pas que ces deux réfugiés sur les problématiques d'attentats et d'assassinats sauvages que nous avons pu avoir ces dernières années. Et il y a aussi des jeunes Français directement. Donc, qui sont partis en Syrie, il y en a aussi, etc. voilà. Enfin, donc, voilà, oui, donc attention, attention oui, non, mais justement, à l'amalgame dans un moment d'émotion. Parce qu'on entend, déjà, et tout comme on peut voir aussi que à chaque moment d'émotion, nous avons une remontée de législation, de volonté de refaire une loi sur une loi. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est malheureusement pas nouveau.
Rappelons-nous, au moment de ce fameux esprit du 11 janvier, comment le soufflet est retombé au fur et à mesure des années derrière, très vite. Et rappelons-nous, dernièrement, puisqu'il y a en ce moment le jugement et les éléments qui remontent l'histoire aussi de cet attentat de Charlie, rappelons-nous les débats qu'il y a eu dès le début de ce jugement sur le fait que est-ce qu'il faut remontrer les caricatures, etc. Donc tout ça revient régulièrement et à chaque fois il y a cette interrogation, finalement cette remise en cause de liberté d'expression. Et ça depuis des années. Donc attention à ces amalgames, attention à ces hésitations régulières que nous retrouvons. Il faut être ferme sur les fondements de notre République et c'est la responsabilité de chaque individu, mais la responsabilité de toutes les institutions, de tous les responsables politiques. Tout le monde doit aller dans ce sens de nos fondements républicains. Anne-Charlène, justement, il y a les deux thèses, enfin c'est un peu ce que vient de dire Bertrand Huyot. Il y a ceux qui disent faites attention parce que ce que les terroristes voudraient aussi, c'est que vous abandonniez vos valeurs, justement les valeurs démocratiques, les principes démocratiques. Et puis, on entend de l'autre côté ce que je disais tout à l'heure, ceux qui disent attention, on ne va pas accueillir des gens chez nous qui vont assassiner des professeurs, des journalistes, etc., qui vont commettre des actes de terrorisme. Quel est le partage entre au fond, ces deux thèses ? C'est une question bien vaste. J'ai le sentiment qu'il y a d'abord une première chose qu'il faut rappeler, c'est que le statut de réfugié, je pense que Vincent aura l'occasion de le préciser aussi, mais c'est un statut international. Ça fait quand même partie aussi, on a tous lu Notre-Dame de Paris, je pense, en 5e. Ça fait aussi partie de notre patrimoine historique. Esmeralda à l'intérieur de Notre-Dame, c'est quand même aussi l'un de nos fleurons. Donc évidemment, Salman Rushdie a le statut de réfugié et donc on ne peut pas jeter... pour une expression un peu française, le bébé avec l'eau du bain. Donc il faut faire vraiment très attention à toucher à la législation et je suis un peu d'accord avec ce qui a été dit. La logorrhée législative n'a jamais été une solution. Donc ça, c'est vraiment la première chose à dire. Ensuite, quant à savoir si le terrorisme va attenter directement à notre manière de vivre et à notre esprit du 11 janvier, justement, oui, je crois que c'est un petit peu le but des idéologies radicales, c'est de considérer qu'aucune autre manière de penser n'est la bonne. Mais je crois aussi qu'on parle ici de franges extrêmement minimes de la population mondiale que sont des radicaux. Et les radicaux, on l'a pu le voir malheureusement dans l'histoire aussi avec le phénomène du Troisième Reich, toute radicalité est à bannir. La seule raison sur laquelle on pourrait travailler, c'est pourquoi en arrive-t-on jusqu'à la radicalité politique, religieuse, qui amène à ces actes de cruauté. Et finalement, l'Allemagne n'aurait-elle pas été dans cette situation de crise économique, de phénomène vexatoire à la suite de la première défaite de 1870, on n'en aurait peut-être pas été jusque-là. Donc je crois que c'est sur les causes endogènes qu'il convient de travailler pour notamment essayer de parvenir à un monde apaisé, parce que, rappelons-le, c'est loin d'être un phénomène uniquement national. Donc je crois qu'il faut vraiment arriver à comprendre cette idéologie pour mieux lutter contre elle et pour mieux, évidemment, défendre nos valeurs de la République et les vivre au quotidien. Vincent Couronne, tout à l'heure, Jean-Charles... Juste un mot. Oui ? Oui. Allez-y. Oui, j'ajouterais juste un mot par rapport aux réfugiés, pour dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qui se dit jusque-là. Il faut pouvoir accueillir les réfugiés. Oui, justement, mais je voudrais qu'on revienne là-dessus, enfin sur le plan juridique. Jean-Charles disait tout à l'heure, il faudrait expulser les fichiers S, et il y a Nadine Morano est intervenue en disant qu'il fallait expulser tous les étrangers qui portent atteinte à notre mode de vie, et elle préconise justement d'expulser les fichiers S. Je propose qu'on la voie et que vous nous expliquiez juridiquement comment ça se passe. Les 3000 étrangers fichés S pour radicalisation, il faut les expulser, mais pas dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 6 mois. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ça fait des semaines et des mois qu'on le réclame. Vincent Couronne.
Oui, c'est-à-dire que Nadine Morano, que BFM TV a sorti de sa torpeur hier, comme à chaque fois qu'on porte atteinte aux valeurs chrétiennes de la France, eh bien, elle a déclaré sur cette chaîne, en réaction au meurtre ignoble de cet enseignant, Samuel Paty, à Conflans-Sainte-Honorine, qu'il fallait donc arrêter d'accueillir en France tous ces étrangers qui portent atteinte à notre mode de vie. Et donc la solution qu'elle préconise, c'est d'expulser de France tous ces fichiers S pour radicalisation. Elle en donne le chiffre de 3000, sauf que sur ces 3000, tous ne sont pas des étrangers, et c'est pour en tout cas ceux qui sont français, à nous, en France, français, de régler ce problème-là. Et expulser ceux qui sont étrangers, seulement parce qu'ils sont fichés S, alors là, d'une part, ça n'a pas de sens, et d'autre part, c'est impossible en droit de les expulser de manière collective, tous. D'abord parce que pour expulser, il faut avoir commis certains crimes ou délits particulièrement graves, des violences physiques, du trafic de stupéfiants, du terrorisme, etc. Ou alors avoir un comportement général qui menace la sécurité des personnes ou de l'État. Un fiché S ne peut donc pas être expulsé du seul fait qu'il serait fiché, puisque justement la fiche S a précisément pour objet de surveiller les personnes indépendamment de toute sanction pénale. Vous trouvez ça injuste, le fait que pour expulser, il faille une enquête pénale et une condamnation? Eh bien, ce qui serait injuste, ça serait de pouvoir permettre d'expulser des gens sans condamnation, de pouvoir permettre de condamner sans juger. Plus personne ne serait à l'abri et ce serait le règne de l'arbitraire. C'est donc une belle erreur là ici pour Nadine Morano, d'autant plus que l'homme qui a tué l'enseignant n'aurait pas, a priori, mais ça demande à être confirmé, été fiché S. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, Jean-Charles, pardon. À part Nadine Morano, personne. Jean-Charles, une seconde, justement, parce que je voudrais qu'on passe à l'autre sujet. Juste, peut-être votre réaction, parce que vous allez dire, voilà, mais c'est l'état du droit, mais peut-être qu'on peut le changer. Mais comment changer cette situation? Parce que, Jean-Charles, c'est à Jean-Charles que je demandais, pardon. À Jean-Charles. Une réaction. Jean-Charles Lajoigny. Non, je ne suis pas du tout pour. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui s'est dit, notamment avec ce qu'a dit Monsieur le maire. Il ne faut surtout pas légiférer dans l'urgence. C'est absolument ce qu'il y a de pire au monde. Et je veux dire, la loi n'est pas faite pour assouvir les instincts et les réactions de la population au lendemain de quelque chose d'horrible. Ça, on est tous d'accord. Maintenant, Nadine Morano avec 3000 expulsions, c'est juste ridicule. Je suis un peu étonné, en revanche, quand Vincent nous dit on ne peut pas expulser. Si, on peut expulser une personne parce qu'elle est fichée S et qu'on considère que son comportement est dangereux. Mais pas de façon arbitraire. Mais je veux dire, ce ne serait pas aberrant. Et c'est d'ailleurs ce que se propose de faire le gouvernement, et c'est ce que Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui, qui veut mettre dehors 281 fichés S. Donc il ne s'agit pas de faire une expulsion globale. On va pas faire des bus à 2 étages et puis filmer tout ça en montrant les expulsions. Je sais bien que c'est compliqué vis-à-vis des pays qui doivent recevoir leurs ressortissants et qui n'acceptent bien évidemment pas toujours, et on les comprend. On n'a pas envie de récupérer ce dont on n'a plus besoin, ce dont on n'a plus envie. Donc ça, on est d'accord. Mais il est tout à fait possible et concevable, en tout cas, sans changer la loi, de dire ça ne correspond pas. Je pense que, franchement, si on est fiché S, c'est bien parce qu'on est surveillé, mais on n'est pas fiché S par hasard non plus. Alors qu'on fasse ça avec mesure, on est d'accord, mais je veux dire, là, je soutiens le gouvernement quand il dit on en a 281 qu'on pourrait mettre dehors, eh ben, ne nous gênons pas. Si ça contrevient. Encore une fois, il faut juste être assez basique et peut-être un peu primaire en disant quand on vient, c'est pour accepter notre façon de vivre, nos règles, nos usages et nos lois. Si on contrevient et si on arrive à se faire fiché S, je pense qu'aucun de nous ici n'est fiché S. Ça n'empêche pas, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes choses. Donc voilà, fiché S, c'est quand même un échelon dans Jean-Charles, je ne dis pas, on peut tout à fait expulser des gens qui sont fichés S, mais on ne peut pas les expulser parce qu'ils sont fichés S. On les expulse parce qu'il y a eu une enquête pénale et il y a eu une condamnation derrière. Donc on n'expulse pas quelqu'un juste parce que l'administration des renseignements aura émis une fiche S à son égard pour radicalisation, etc. Parce que ça, c'est la porte ouverte à toutes les dérives possibles de la part de l'administration. Comme je disais, c'est la porte ouverte à l'arbitraire. Il faut qu'un pouvoir indépendant, la justice, puisse trancher si oui ou non il y a un risque pour la sécurité de l'État et dans ce cas-là, pouvoir expulser. Notre droit permet déjà ce genre de choses. Tout comme pour les réfugiés, c'est pas la peine effectivement d'ajouter de la loi à la loi. La Convention de Genève. Vous l'avez très bien expliqué, Vincent. Merci Patrice. Mais pour les réfugiés, on peut très bien aussi
ne pas donner l'accès aux réfugiés, hein, l'asile aux réfugiés qu'on considère être une menace pour la sécurité de l'État. Oui, absolument. Ça, c'est aussi possible. Alors, on ne pourra pas forcément les expulser, mais ils n'auront pas le statut. Allez, merci. Alors, je crois, bon, voilà, on a dit ce qu'on pouvait sur cette affaire. Je voudrais qu'on dise quand même un mot de la situation sanitaire et de cette nouvelle guerre contre la Covid. Je dis nouvelle guerre parce que le président de la République a utilisé le terme de couvre-feu. Hein. Il avait déjà dit au mois de mars, nous sommes en guerre, couvre-feu. C'est vrai que ce sont des termes guerriers. Donc, interdiction de sortir après 21 heures. Comment font les maires comme vous pour faire appliquer cette mesure, Bertrand Houillon? D'abord, on regarde la télé, comme tout le monde. On suit les informations au maximum. Voire on suit aussi tous les réseaux sociaux pour réussir à avoir l'information. Ensuite, une fois qu'on a une information, on essaie de la vérifier pour voir si c'est vraiment ça à appliquer sur le terrain. Et ensuite, on passe l'information, puisque ce n'est pas nous qui en avons du coup la responsabilité. On transmet l'information au mieux aux habitants et on essaye de répondre après à toutes les interrogations qui peuvent exister. Dernier exemple en date, avec ce couvre-feu qui s'est assorti pour le département des Yvelines depuis samedi d'un arrêté interdisant l'accès aux équipements sportifs couverts hors public spécifique. Donc je le découvre sur Twitter samedi et aujourd'hui on essaye tant bien que mal de dire à l'ensemble de nos associations, vous ne pouvez plus pratiquer pour les personnes adultes dans l'ensemble de nos gymnases. Voilà, c'est un peu comme ça depuis le début de la crise sanitaire. C'est-à-dire ce que vous voulez dire, le au fond. couple maire-préfet, tant loué par le Premier ministre, ne fonctionnait pas auparavant, fonctionne pas forcément plus aujourd'hui. On peut toujours demander aux élus locaux de faire des plans de prévention et de participer à la mise en œuvre des directives. On le fait en fonction des informations qu'on reçoit et du coup au dernier moment. Et pendant ce temps-là, on assiste à une sorte de course à l'échalote avec cette épidémie, dans le cadre de laquelle on déconfine d'une manière un peu particulière, ou en tout cas qui interroge un moment. Là, c'est un début de reconfinement, faut pas se leurrer. Reconfinement aujourd'hui le soir, mais suivant les endroits, c'est pas forcément la même chose. On ne limite pas les déplacements. Donc on va avoir les congés pendant 15 jours qui démarrent aujourd'hui et puis finalement on a un mixage à l'intérieur de l'ensemble du territoire. Comment ça va être dans 15 jours finalement, ou plutôt dans 4 semaines une fois que les gens seront rentrés de vacances. Voilà, alors on peut toujours dire que le gouvernement, parce que c'est toujours facile aussi de taper sur l'exécutif. En France, on a l'habitude. Cette concertation dont on parle beaucoup, elle n'existe pas vraiment. Cette concertation n'existe pas vraiment, mais aussi on a un certain nombre d'interrogations sur finalement l'apprentissage des premiers mois, et donc il y a quelques mois, au mois de février, mars, avril. Est-ce que les leçons ont bien été tirées? Voilà, on s'interroge. Alors, au niveau local, on met en application. Voilà, je ferme les gymnases, etc. Mais qui met en application? Par exemple, on discutait l'autre jour avec le maire de Poissy, Carl Olive, qui disait, moi, je ne vais pas mettre ma police municipale. Il a une police municipale, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y en ait une. Si. Vous en avez une à Manille? On a une police municipale à Manille-les-Hameaux. Est-ce que c'est... Alors, lui, il disait, c'est pas ma police municipale qui va contrôler après 21h le fait que les gens sortent ou pas. Il faut me donner les moyens de police d'État. Vous êtes sur la même longueur d'onde là-dessus? Bien sûr. Alors, on a la chance d'être en zone gendarmerie sur la commune de Manille-les-Hameaux, avec une brigade directement sur place. Et pendant le confinement, on a travaillé main dans la main avec notre brigade de gendarmerie. Maintenant, donc couvre-feu annoncé.
mis en place vendredi soir. Samedi soir, je me suis aperçu qu'il y a eu un certain nombre de visites pour vérifier la bonne mise en application du couvre-feu dans la commune de Manille-les-Hameaux. Je l'ai découvert également sur les réseaux sociaux. Maintenant, de 21h à 6h du matin, c'est les effectifs, disons, du régalien de l'État. Donc, c'est nos services de sécurité qui font appliquer ce couvre-feu, tout simplement. Vous avez noté, non, des formes d'incivilité ou pas vraiment? Les gens plutôt respectés, d'après ce que vous pouvez savoir, hein? D'après ce dont je me suis aperçu depuis ma fenêtre, oui. J'ai pas vu grand monde à partir de 21h dans les rues de Manille-les-Hameaux. Voilà, depuis ma fenêtre, oui, puisque je suis. Vous ne pouvez pas sortir, voilà, je suis aussi voilà. Sauf urgence, ça, je suppose, évidemment. Certainement. Justement, Anne-Charlène, cette collaboration, coopération entre les services de l'État et les élus locaux. On les a beaucoup mis en avant. Jean Castex, le Premier ministre notamment, parle beaucoup des territoires et parle beaucoup de sa fonction de maire. Finalement, on a l'impression que ça ne marche pas si bien que ça. Moi, je crois que ce qui ruine souvent les bonnes volontés en France, c'est ce qu'on pourrait appeler le colbertisme, c'est-à-dire notre tendance à avoir besoin de la signature de l'un, du contre-tampon de l'autre, etc., avant d'en arriver à ce qu'une initiative soit finalement portée à bien. Donc, il y a sûrement des choses à revoir, mais plutôt sur notre bureaucratie kafkaïenne, à mon avis. Je pense que ce n'est pas un problème de décentralisation. J'ai déjà eu l'occasion de le dire sur ce plateau, mais c'est vrai que je crois qu'on en est au 6e acte de décentralisation avec à chaque fois des mesures qui se reprennent et qui se contredisent. Donc, la liberté, elle peut être là. La question est surtout celle des moyens. On est en train de discuter encore d'une loi de finances qui retire de plus en plus de financement aux collectivités locales et pourtant, on leur demande de faire de plus en plus. Donc, il y a, à mon avis, un paradoxe à vouloir recentraliser le discours pour justement animer le sentiment national, et on a besoin finalement de cette figure présidentielle. Donc je crois que c'était une bonne chose, par exemple, que le président prenne la parole, essaye de jouer son rôle d'unité, mais après on ne peut pas demander à ce que la décentralisation vienne pallier à toutes les carences de l'État central. Donc il y a à mon avis un vrai problème d'administration, de mode d'administration. On parle souvent des lois de simplification qui finalement sont des lois qui servent un peu à rien, mais il serait temps de simplifier le mode d'action publique avec des expérimentations locales, avec la possibilité aussi de donner plus de moyens, d'initiatives, et puis ça fonctionnera. À l'heure actuelle, demander aux maires d'agir en lieu et place de l'État central qui en plus récupère la capacité de contrôle, avec en plus un juge administratif qui est de plus en plus présent, je crois que c'est complètement antithétique. Alors, malheureusement, l'émission va se terminer, donc on n'a pas trop le temps. C'est vrai qu'il y a des blocages, on les voit. Pourquoi l'Allemagne a beaucoup moins de cas et de morts que la France? Peut-être parce que aussi la coopération entre le public et le privé a beaucoup mieux fonctionné qu'il ne fonctionne en France. Mais je voudrais laisser la parole à Alexandrine Viguier. Vous avez 24 ans, vous êtes étudiante. C'est dur à vivre le couvre-feu comme ça? C'est un sentiment assez particulier parce qu'on a l'impression un peu d'être grondé, non par nos parents, mais un peu par l'État. Oui. Donc c'est un peu bizarre, et même le sentiment de voir... moi j'habite à Paris, donc les rues complètement vides, ça fait un peu ce côté film d'horreur. Mais moi personnellement je suis pour le couvre-feu. Pardon, et je trouve que justement, les 15 à 25 ans, on est les personnes qui transmettent le virus le plus souvent, et assez souvent, parce que du coup, on a ce côté social, interaction, et peut-être c'est frustrant pour nous. Mais là, pour le moment, la responsabilité individuelle est indispensable. Et donc, même si c'est un peu dur à vivre... Oui, parce que vous avez raison de dire. C'est vrai qu'on attend beaucoup de l'État, on attend beaucoup des maires, etc. Et là, on parlait de la laïcité tout à l'heure et des comportements individuels qu'on peut avoir. En matière de santé aussi, il y a aussi une responsabilité individuelle, enfin une responsabilité de chacun, non ? Il y a une responsabilité de tout le monde, individuelle et aussi collective. Et quand elle est collective, c'est aussi une défense de nos moyens de santé, de nos moyens de recherche.
qui est aussi indispensable. Et là-dessus, on peut aussi voir l'histoire de l'évolution de nos services, de notre service public de santé et de notre service public de recherche aussi. Avec là aussi des problèmes de gestion, parce que le budget est assez considérable, hein, quand même. C'est pas toujours, c'est plutôt un problème de gestion de ces budgets qui pose problème. Hein. Il y a une diminution des budgets de manière générale, oui. Et une diminution des fermetures d'hôpitaux, des fermetures, finalement des disparitions de proximité aussi du service de santé de manière générale. Quand on voit la pénurie de médecins qu'on peut avoir même dans des territoires comme le nôtre, c'est juste catastrophique. Et les périodes de crise nous montrent les problématiques et finalement le bilan d'une histoire de 40 ans de la France. Et là-dessus, c'est peut-être justement un sursaut à essayer de voir et à commencer en local, en trouvant les moyens d'intervenir en local, ce qui n'est pas forcément facile quand on n'a plus de budget dans les collectivités locales. Mais du coup, on doit pouvoir faire appel à l'ensemble des citoyens pour pouvoir finalement remonter notre système institutionnel, démocratique et notre système de service public. Mais vous parliez de la pénurie de médecins, on paye un discours qu'on a entendu même sous le gouvernement de votre ami Jospin, hein, qui était de dire si on baisse le nombre de médecins, eh bien, on baissera aussi les dépenses médicales. Un dernier mot pour conclure, Alexandrine. On a parlé de terrorisme, on a parlé de la Covid, vous avez 24 ans. Vous trouvez que ce monde est désespérant ou pas ? Forcément, c'est une question compliquée. Vous avez un peu d'espoir quand même. J'ai de l'espoir, il faut l'avoir. Mais il faut se dire qu'on vit dans un monde, c'est compliqué, mais que aussi dans les années précédentes, c'était compliqué aussi. On a trouvé un moyen et il faut continuer à chercher des solutions et faire comme on peut. Face à la crise sanitaire, en tout cas, je pense que comme on a parlé de ça, la responsabilité individuelle, c'est de vraiment oublier ce côté égoïsme qu'on peut avoir et penser aux autres. Et c'est que comme ça qu'on peut franchir à la prochaine étape. Et pareil avec le terrorisme, et pareil avec plein de sujets durs qu'on a à trouver des solutions. Pensons aux autres. Eh ben, c'est sur cette parole qu'on va se quitter. Merci beaucoup Bertrand Houillon. Merci beaucoup Anne-Charlène Bézier de Duclerc. Merci beaucoup Jean-Charles Lajoigny. Merci beaucoup Jean-Baptiste Duclerc et Vincent Couronne. Et très vite pour un nouveau PAF. Le prochain PAF sera un PAF un peu spécial consacré à l'élection américaine. Et puis après, on parlera de faits divers. Je vous raconterai tout ça. Ça va être passionnant. Merci beaucoup et à très vite pour un nouveau PAF.